j'ai repris, je me suis amusé à reprendre tout ce que vous avez travaillé de façon analytique et j'ai une certaine liberté dans ma façon de présenter les choses, mais j'ai glissé à peu près tout ce que vous avez appris, non? À peu près, hein. Euh, Juste pour vous dire que vous pouvez vraiment vous amuser. Il faut savoir, ça c'est important. Euh, et donc, cette notion de stepping, de step 1, step 2, step 3, step 4, là, disons que bien sûr qu'il y a des exercices qui sont faciles à réaliser et d'autres qui sont plus délicats, hein, enfin, qui demandent plus d'investissement pour être ressentis. Mais le step 1, vous dites que le step 1, c'est donc quand on propose des exercices factuels. D'accord? Mais en réalité, le step 1, euh, c'est surtout quand on propose des exercices qui sont sous le contrôle de la personne. Est-ce que vous comprenez bien? La tâche que vous proposez nécessite est soumise au contrôle de la personne. Or, on a peu d'éléments que l'on peut travailler sous contrôle. Le premier élément que l'on peut travailler sous contrôle, c'est l'attention. L'attention est la seule activité cognitive qui se trouve sous le contrôle intégral de la personne. Donc, dans l'exercice numéro 1, est compris bien sûr l'élément factuel, mais ce qui est surtout défini, c'est le contrôle de l'attention. Mais les gens ont des difficultés à utiliser le contrôle de l'attention, et notamment dans la capacité de se maintenir dans la durée, parce que il va y avoir des facteurs qui vont venir distraire cette attention, et l'attention va constamment partir. Et puis, dans la capacité d'aller d'un point à un autre. Et aussi, et c'est peut-être là le plus difficile, alors que c'est sous contrôle, nous avons la sélection des informations est sous le contrôle de notre attention. C'est-à-dire que quelques-uns, parfois, votre attention n'était pas portée sur l'exercice que je proposais. Autrement dit, vous ne sélectionnez pas. Comment dire, vous vous mettez dans l'attention habituelle. Dans l'attention, elle a un certain nombre de caractéristiques. L'attention, on peut l'orienter, on peut la focaliser, on peut avoir une vision panoramique. Tout ça, c'est devenu automatique, si vous voulez. Quand vous êtes dans la gare et que vous cherchez quelqu'un, vous regardez globalement si la personne arrive. Et hop, quand elle arrive, votre attention se focalise dessus. C'est automatique. Mais, mais à un moment donné, vous pouvez
vous pouvez rendre cette fonction tout à fait volontaire et sous le contrôle de la personne. Vous pouvez focaliser, vous pouvez mettre en panoramique. Ça, c'est sous votre contrôle. Sous votre contrôle, c'est vous pouvez orienter votre attention. C'est ce que vous faites quand vous proposez aux gens de poser l'attention sur la posture, par exemple. Bon, la posture, j'en ai rien à faire. La posture, pour moi, peut être seulement utilisée pour travailler l'attention, la flexibilité attentionnelle. Comment je peux expliquer ça? Une tâche que vous choisissez, c'est une tâche qui, surtout chez les débutants, c'est une tâche qui va solliciter l'attention active de la personne. Quand vous demandez à une personne de se tenir dans une immobilité, vous n'êtes pas en train de travailler l'immobilité de la personne. Vous êtes en train de travailler l'attention soutenue de la personne. L'immobilité est la tâche qui va développer l'attention soutenue de la personne. Et le plus souvent, la personne décroche assez rapidement. C'est d'ailleurs quand les gens disent « mais c'est la pensée qui m'amène à droite et à gauche ». Non, non, non. Parce que si votre attention est soutenue dans une tâche, la pensée ne peut pas s'échapper. Comment dire? C'est surtout l'aire frontale qui est utilisé dans l'attention soutenue. Si je décroche, c'est une autre fonction par défaut, on appelle ça une fonction par défaut, qui se met en jeu et on entre dans l'évasion de la pensée, dans les rêveries, dans l'imaginaire et autres. Ce n'est pas la pensée qui s'évade, c'est votre attention qui a cédé, qui n'est plus là. Vous comprenez? Mais c'est surtout la capacité de sélectionner votre attention. Je vois, vous savez, chez vos étudiants, vous allez avoir des gens qui vont avoir une écoute passive et d'autres qui vont avoir une écoute active. Qu'est-ce que c'est qu'une écoute passive? C'est j'entends sans entendre. Je ne réalise pas la consigne qui m'est demandée de faire. Je ne le réalise pas. Je l'entends. À la rigueur, je bénéficie de la consigne, mais moi, je n'ai pas exécuté ce qui m'a été demandé de faire. C'est-à-dire que là même parmi vous, je parie qu'il y a une personne qui s'est installée dans un confort et n'a à aucun moment exécuté la demande que j'ai demandée. À aucun moment. Ils entendent ma consigne, mais ils ne la réalisent pas. C'est la raison pour laquelle il faut au minimum 7 secondes de silence pour que la personne ait le moyen de saisir l'information, de traiter l'information et de la réaliser. Oui. L'écoute active, c'est
Ah non, non, c'est de faire la consigne. L'écoute passive, c'est non, tu laisses. Tu laisses. Mais dans un groupe de 80 personnes, je peux dire qu'il y a à peu près 60 personnes qui est dans l'écoute passive, qui font leur machin, qui restent dans leur confort, qui restent dans ce qu'ils savent faire, qui sont vous voyez. Et donc, il n'y a jamais rien de nouveau qui peut apparaître en, en utilisant que des choses connues. Et il n'y a jamais de nouveau dans le connu. Mais quand tu vas dans l'inconnu, tu rentres dans l'inconfort. C'est-à-dire dans une période de transition où tu ne maîtrises pas encore suffisamment la dimension qui est la nouvelle dimension, et puis tu es quand même attaché à cela, et je ne parle pas de vous, je parle de ce que vous allez rencontrer, l'arrière-scène de ce que vous allez rencontrer. Mais ce que je dis là, c'est aussi vrai dans mon métier de psychopédagogue, quand j'enseignais les personnes à traiter une information, entendre l'information. Il faut l'entendre, il faut la comprendre, et il faut la réaliser. Et, et donc, il faut être très, 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 très vigilant pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas là pour créer une atmosphère d'endormissement. Alors, il y en a qui profitent de la suavité de votre voix, de la suavité de votre présence, mais les personnes ne vont pas réaliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contrôle, il y a toujours une déperdition de la sensation. Et il y en a qui ne veulent pas faire le deuil de ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous sachions faire une chose sans, sans que le contrôle, en diminuant le contrôle. D'ailleurs, j'ai donné beaucoup de consignes informatives. Quand je dis, par exemple, à un moment donné, la pleine présence prend le relais de l'attention, la différence, on appelle une pleine présence, une attention pleine présence, une attention qui est extrêmement stable sans le moindre effort. C'est à ce moment-là qu'on peut faire un peu cette transition et être présent à sa pensée, son imaginaire. C'est une attention stable qui ne demande plus aucun effort pour maintenir la durée, quoi. Ce qui fait que même si ça bouge partout, tu es stable. Et c'est ça que je travaille, et c'est ça que vous travaillez en premier dans le panel. C'est cette stabilité-là. Cette stabilité. Et une fois qu'on est stable, on ouvre. Mais ouvrir, mais je suis toujours là. Vous comprenez? Mais vous aurez toujours, comment dire, les, les gens, les gens ne font pas la consigne. Donc, il n'y aura pas d'évolution possible. Et il faut bien définir ça, même si au départ, il y a une déperdition de sensations. Moi, mon problème dans la méditation silencieuse, j'assiste quelquefois
à des personnes qui animent une méditation silencieuse, et puis je me mets dans le cercle, et je vois à un moment donné que les gens sont plutôt dans le sommeil que dans l'éveil. Et c'est tellement vrai que même à un moment donné, tu leur fais remarquer, les gens disent non, j'étais très très bien. Tu dis mais tu ronflais, tu dormais. Et ils ont le sentiment que c'est l'état qu'il faut atteindre. Ce n'est ni l'éveil, ni le sommeil, ils sont dans un entre-deux. Et là, ils ont le sentiment que c'est l'état à atteindre. Alors que la vraie méditation, c'est être dans un état de vigilance totale tout en étant ouvert à tous les possibles. Mais être ouvert à tous les possibles, c'est pas aller à droite, c'est pas aller à gauche, c'est pas aller là, c'est toujours là, ici, là. Et si ça bouge, ça va jamais bouger. Ça va toujours être stable. Parce que si les deux bougent, eh bien, la structure mentale ne va pas suivre, ne va pas être consolidée, ne va pas retrouver. Et vous, comment vous avez vécu cet amour aussi Est-ce que, par exemple, quand je propose une consigne de prise de conscience au niveau de la pensée, est-ce que votre pensée, elle est prégnante ou est-ce qu'elle est discrète? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez presque dans un état de non-pensée? Non? Et pourtant, si je ne vous le dis pas, cette information-là vous échappe. J'ai toutes les phases. Oui. Moi, je propose que si vous causez, Léna, vous prenez son micro. Ah, oh, là. Parce que sinon, ils ont entendu parler. Ah, Voilà, juste ça. oh, C'est bien. Non, non, mais bien. Vas-y. Et ça ne marche pas, l'autre micro? Il faut que tu sois dans la caméra. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu parles à tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste pour que... Alors moi, je suis passée par toutes les phases, comme à chaque fois que je fais une méditation. Je passe par toutes. Je vois tout l'intérêt de plus en plus le fait d'avoir des consignes et de les rappeler. Parce que ça me rappelle à l'ordre pour ne pas tomber dans la somnolence. Voilà. Et en effet, par moments, je ne sens plus ma respiration. Enfin, je respire, mais c'est que je ne sens plus. Mais si on ne me fait pas conscientiser, je ne conscientise pas. Ben, voilà. Donc l'attention, finalement, elle n'y est plus. Voilà. Donc du coup, ça m'oblige à me recentrer. Et je travaille ça beaucoup. Et je commence vraiment à comprendre, à ressentir ça, ce pilier, ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose de long. Hein. C'est vraiment un travail. Et, euh, et là, je me disais tout à l'heure, pour la première fois, à un moment donné, j'ai le mouvement interne, alors je l'ai senti, c'est la première fois comme ça. Voilà. Et puis après, j'ai repensé à je ne sais plus quoi, je suis repartie. Voilà. C'est la vie d'une méditation. Hein. Voilà, donc voilà, c'est mon vécu et je crois que je progresse beaucoup et je suis très contente. Oui, je vais, si vous voulez, j'ai étudié pourquoi les méditations les plus connues, celles qui avaient le plus de succès, qu'est-ce qui les caractérisait?
La première chose, c'est la simplicité. C'est extrêmement simple. Simple et à la portée de la volonté de la personne. Or, il y a trois choses qui sont sous le contrôle de la personne. Et donc, au départ, il faut utiliser des consignes qui sollicitent le contrôle de la personne. Le premier, bien sûr, celui qu'on utilise nécessairement, c'est le contrôle de l'attention. Et je peux vous garantir que chez les élèves, les hyperactifs et autres ont vraiment un déficit attentionnel assez incroyable. Et il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, quand vous regardez la télévision, il y a au moins trois. Il y a une image, il y a des sous-titres qui passent, qui ne parlent pas du tout de ce qu'est en train de parler la personne. Et en plus, un autre truc, à 18h30, 20h, vous avez trois sources d'informations qui se trouvent là. Alors, évidemment, ça, c'est important dans le partage, la fonction de partage. On peut faire plusieurs choses à la fois, si vous comprenez. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça nous permet de faire plusieurs choses à la fois. Mais en même temps, on est toujours en train de zapper. Schlac, schlac, schlac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas qu'un message dure plus de 3 minutes. Parce que les gens, hop là. Hein. Donc, ça va se jouer dans les 10 secondes. Donc, et donc, il n'y a plus d'attention soutenue. Il n'y a plus d'attention soutenue. Moi, je suis très surpris. À chaque fois que j'ai des amis ou autres, quand on regarde la télévision, ils font toujours quelque chose d'autre en même temps. Il y en a qui jouent à des jeux, et puis qui regardent le film, d'autres qui vraiment toujours plein de. Alors qu'à un moment donné, il faut, je veux dire, il faut. Moi, je ne sais pas comment vont être les enfants dans quelques temps, mais ça, ça tourne. Et le moment de la méditation, c'est le moment où c'est là, on est stable. Il n'y a pas d'autre. Donc, vous avez l'attention. Ce qui est sous la volonté de la personne, c'est la posture. La posture. Elle se met elle-même dans une posture. Alors, soit, moi, quand j'étais allé chez Iyengar, dans l'Inde profonde, où là, il fallait me mettre des cales, des machins pour me mettre dans des postures invraisemblables. J'étais pas souple du tout, moi. C'était l'enfer, hein, je veux dire. Pour moi, c'était l'enfer. Mais bon, là, c'est des postures simples à réaliser. Et la seule chose que je demande, c'est de maintenir le corps en situation d'immobilité. C'est pas compliqué, cette chose. Ce qui est sous le contrôle, c'est la respiration. C'est pour ça que beaucoup de méditations utilisent la respiration. Et donc, il suffit juste de ralentir la respiration, de faire marcher l'abdomen, le thorax et ça, on ralentit 5 fois. C'est à la portée de tout le monde, cette chose-là. Vous comprenez. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est efficace, la respiration. Hein. C'est autonome aussi. Comment? Et accessoirement, en prolongement, c'est autonome. Oui, bah, c'est sous le contrôle. C'est autonome. Tu peux le faire sous ton contrôle. Là, la façon dont j'ai travaillé la respiration, c'est un mixte.
C'est pas moi qui décide, c'est vous qui vous adaptez. À un moment donné, quand vous restez dans le nez, à un moment donné, si le corps il a besoin d'oxygène, naturellement, l'organisme va amplifier la respiration et vous allez l'amplifier aussi. C'est, pour moi, j'utilise la respiration pour écouter le désir du corps. Et donc, quand j'écoute la respiration, je suis au contact de l'homéostasie du corps, c'est-à-dire mon organisme a besoin d'oxygène et naturellement, je vais répondre à la demande de... Mais vous avez vu que progressivement, ça prenait de l'amplitude, ça prenait de l'amplitude, ça prenait de l'amplitude. On y met de la relation. On y met de la relation. Donc la respiration ou le mouvement. C'est volontaire le mouvement. Ben, j'ai fait un peu les trois là. Vous voyez comment dire, j'ai associé un petit peu les trois. Là où ça pose problème, c'est d'entrer en relation de présence à ce qu'on est en train de faire. C'est le step 2. Bon, on y met, on y met une attention, et puis ça devient un geste attentionné, et le geste attentionné devient une présence. Donc j'utilise l'attention, l'attentionné, présence. Je fais toujours... Alors, qu'est-ce que vous avez autrement rencontré? Tout le monde va devoir... peut-être me donner au lieu de... C'est pas besoin de dire bon. C'est pas pleinement formalisé, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, le fait que dans mon immobilité, je peux convoquer mon mouvement interne. Je peux le convoquer à différents degrés. Je peux le convoquer dans un mouvement assez global de mes organes, de mon intériorité. Et par exemple, j'ai pu observer que c'était limite, ça n'était pas forcément agréable pour moi. Ça peut me donner un mal de cœur. Enfin, et j'ai pu observer que je pouvais, alors ça me questionnait, il y a un rapport qui me questionnait dans l'instant T, dans tes propositions, c'était si je suis attentif à une immobilité dans mes micro-jeux articulaires. Notamment, c'était dans mon axe, c'était quand tu as parlé de nos appuis. C'était l'appui entre mes cervicales et mes dorsales. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi convoquer un mouvement interne qui était beaucoup plus subtil, beaucoup moins amplifié. Et c'est exceptionnel pour moi, puisque je ne le rencontrais pas. De ce que j'observe, c'est le simple fait que tu m'aies mis les mains sur les épaules hier ou avant-hier et que j'ai perçu après un mouvement en moi, ben en fait, je peux convoquer ce moment-là et je commence à le découvrir de la sorte à différents degrés pour ma part. Mais, non,
comment dire, vous êtes ici, non pas pour faire des expériences, mais pour apprendre. Apprendre à animer. Moi, ce qui me pose problème dans ta méditation et dans ce que moi je percevais de toi, c'est que tu ne réalisais pas mes consignes, très peu. D'ailleurs, ce que tu es en train de me dire là, c'est hors, tu vois, quand tu me dis par exemple, ton appui était au niveau de tes cervicales, moi ce que je demandais, c'était les appuis, vous comprenez? Les appuis, là j'avais un appui, là j'ai un appui, là j'ai un appui, là j'ai un appui, est-ce que vous comprenez? Hein? Et, 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 euh, et, et tu peux passer à côté, comment, parce que tu regardes autre chose. Il n'y a pas de reproche à faire, mais j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui, au départ, ne font pas ce que vous proposez. Ce n'est pas parce que vous le proposez que la personne va le faire. Et donc, ne le faisant pas, on n'obtient pas le résultat. Moi, ce que je veux, c'est le PAMEL, c'est la solidité qu'il faut. Plus vous êtes solide, plus vous aurez accès au mouvement. Et solide, ça ne veut pas dire je me tiens à la fixe. Immobilité ne veut pas dire fixité. C'est une immobilité relâchée, une immobilité. Et donc, faut savoir que quand vous donnez des consignes, 60% de ces consignes ne sont pas réalisées. Même pour vous-même. Hein. Faites, voyez, parce qu'à un moment donné, vous vous trouvez vachement bien dans votre truc, là, et là, soudainement, il faut changer. Oh. Je reste dans mon machin à moi. Vous comprenez? D'autant plus que si vous avez une présence riche et une prosodie qui est empathique, etc., la personne se trouve dans un état, mais c'est passif. C'est passif. Vous voyez? Et puis, le mot convoquer, je comprends bien ce que tu veux dire. Je comprends et je le prends là. Mais s'il y a une chose qu'on ne convoque pas, c'est le mouvement. Parce que passage, en tout cas pour moi, on crée les conditions pour que le mouvement apparaisse. Mais le mouvement est totalement autonome. Si j'avais pu contrôler le mouvement, je ne l'aurais pas pris au sérieux. Ce qui a donné du crédit au mouvement que je sentais, c'est qu'il n'était pas sous mon contrôle, que je ne pouvais pas ni l'appeler, ni le faire venir, ni le diriger, ni. Ce que je savais par contre, c'est que sous certaines conditions, le mouvement apparaissait. Et donc là, par contre, je peux créer les conditions. C'est sous ma dépendance. Je peux créer les conditions. Mais je ne peux pas agir, demander. Là, je ne peux pas, en arrivant, à la rigueur, je peux faire une petite prière en disant, oh mon Dieu, faites que ce mouvement soit là. Mais je crois que le mouvement arrive que lorsqu'on est dans la condition d'être dans une présence.
stable. Le mouvement arrive que lorsqu'on est dans un état d'humilité. Ce sont les conditions que l'on crée. Mais personne, même là, quand je sens le mouvement, je peux l'accompagner avec mon geste. C'est-à-dire que, comment dire, je suis là et soudainement, hop, je sens que j'ai un désir d'aller par là et je vais suivre le mouvement. Mais c'est le mouvement qui m'entraîne. Et moi, je prends la décision de le suivre. Ok, je comprends la nuance. Hein? Hein, mais comment dire, ne recherchez pas le mouvement là. Comment dire, les autres méditations ne parlent pas de mouvement, elles parlent peut-être d'énergie ou autre. Les autres méditations, la méditation moderne, c'est assez simple en méditation moderne. C'est le contrôle des émotions, le contrôle de la pensée, la maîtrise de la pensée, vous voyez, et la maîtrise de ses attitudes et ses comportements. C'est ça la méditation moderne. Et je ne vois pas comment on peut aller dans la maîtrise de ces trois choses-là si on n'est pas capable d'avoir une attention soutenue. C'est parce que c'est moi j'insiste beaucoup, hein. On pourrait presque dire, mais c'est quoi la pleine présence? Une des particularités de la pleine présence, c'est de travailler particulièrement l'attention soutenue pour arriver à quelque chose de très stable. Et ça change, mais radicalement, la psychologie de la personne et ses attitudes. Ça lui donne de la solidité, ça lui donne de la structure. Donc, votre difficulté, ça va être que les gens vont... Et ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important, c'est que plus il y a de personnes qui réalisent la même tâche au même moment, plus l'exercice est puissant. Il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 qui fassent leur bidouillage dans la méditation pour que ce soit une fuite, pour qu'il y ait une déperdition. Vous voyez? Et donc, je tiens absolument à ce que tout le monde réalise la tâche. Et progressivement, cette tâche, elle va devenir automatique. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à faire le moindre effort. Plus le moindre effort. En 2 secondes, ça y est, c'est là. C'est inscrit dans votre structure. Et là, on n'a plus à faire l'effort de se concentrer, l'effort de... Parce que la concentration, ça peut être un obstacle, la concentration. Pourquoi moi, je propose la respiration sur 2 cas particuliers. Je propose la respiration quand il y a une crise d'angoisse, une crise d'anxiété. C'est la respiration qui est la plus... Pourquoi? Parce que généralement, l'anxiété et l'angoisse proviennent parce que la personne n'a plus le contrôle des choses. D'accord? Donc, il faut lui proposer quelque chose dont elle a le contrôle. Donc, ce qui est le plus facile, c'est la respiration. Donc ça agit déjà. Ensuite, on sait que la respiration influence, notamment l'expiration longue, influence le système parasympathique, diminue le système sympathique. On sait que ça a des effets réels
sur le rythme cardiaque, etc., etc. Donc, j'utilise la respiration dans ces cas de panique ou dans ces cas d'anxiété. C'est plus efficace que si tu proposes une méditation classique, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un contrôle. Il faut vraiment qu'il y ait un contrôle. Par exemple, le mouvement. On fait faire du mouvement, là et là. C'est bon, parce que ça va détourner l'attention de la personne. Et donc j'utilise ça. Par contre, le grand défaut de la respiration, c'est que lorsqu'on travaille la respiration, on n'accède pas au mouvement interne. Ça nous coupe du mouvement interne. Et j'utilise la respiration à la fin pour remonter en superficialité, et pas pour aller vers la profondeur. C'est comme si je faisais un palier où je termine sur la respiration pour que la personne reprenne possession de son contrôle, et notamment quand on fait une méditation silencieuse et très profonde et où on est dans le laisser agir plutôt que dans l'agir. À ce moment-là, je vais utiliser la respiration pour revenir dans le contrôle, dans la volonté, respiration, immobilité, et hop, et là, on va dans la vie. Sinon, où est-ce que je suis, où est-ce que j'habite, vous voyez. Mais la respiration, et j'ai tout le problème, j'ai des grands problèmes avec les gens qui ont beaucoup travaillé la respiration. J'ai beaucoup de problèmes qu'ils accèdent au mouvement. Parce que leur attention est trop focalisée sur la respiration et donc pas assez ouverte sur ce qui se passe en amont, en deçà. Vous voyez? Donc, si je vous parle de ça, c'est que vous devez être au courant de... Ne vous placez pas ici en disant « je dois faire des expériences, machin ». Non, apprenez, appliquez, et ça va y aller tout seul. Hein. Mais si vous n'appliquez pas ce que je dis, ben, il n'y aura pas de résultat. Ce n'est pas possible. Et il n'y aura surtout rien de nouveau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement se situe précisément là où vous n'êtes pas. Comment dire, dans l'ancien, il n'est pas. Dans tout ce qui est ancien, il n'est pas là. Il faut le découvrir. Il se découvre au moment où vous faites une expérience neuve. Et dans ce qu'on propose, c'est plein d'exercices sauvages qui amènent la personne à vivre dans une région sauvage, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais exploré. Il faut que le contrat soit très clair. Il faut que le contrat soit très clair. Il faut qu'il y ait la confiance. On le fait au départ, c'est dur, c'est peu agréable puisqu'on est obligé de... La volonté est là, et plus il y a de la volonté, moins on sent. Plus on met du muscle, moins on sent. Plus on est sous contrôle, moins on sent. Mais il faut savoir qu'il y a... C'est tout le... On met sous le contrôle, mais on y met quand même des grandes conditions de perception. Par exemple, le point d'appui. Quand je dis mettez vos appuis, ça dépend de ce que je veux travailler. Si je veux travailler la focalisation de l'attention, d'accord? Là, j'organise, j'ai une chronologie. Quel est le premier appui qui s'impose? Vous n'allez pas parler du cou. Non, justement. Toutes les méthodes partent, même de façon générale. Par exemple, en pleine présence,
en pleine conscience, il commence par le gros orteil. Et puis il monte. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On a un ordre très précis. Hein, c'est le dos, dans un premier temps. Vous comprenez, c'est un, hein, on a le dos en appui. Hein. Après, on a des... Tu peux aller. Après, on a des appuis qui sont au niveau des avant-bras. Après, l'appui au niveau du bassin. Après, l'appui au niveau des cuisses. Et après, l'appui au niveau des pieds. Et on réunit le tout. D'accord? C'est pas ce que j'ai fait, moi. Je vous ai demandé de sentir quels sont les appuis les plus dominants. Et là, je ne suis plus dans la focalisation, mais dans la flexibilité attentionnelle. Je commence à sortir de la focalisation pour aller dans qu'est-ce qui s'impose. Vous voyez, moi, en tant qu'animateur, je le sais ce que je fais. Je sais ce que je vise. Sachant ce que je vise, la cible est bien précise et donc tout va fonctionner. Vous voyez ou pas? Mais chez les débutants, tout débutants, je vais commencer par les avant-bras, le bassin, les cuisses et les pieds. Et je ne commencerai jamais par les pieds. C'est ce qui est le plus loin de nous, les pieds. Hein? Vous ne trouvez pas? C'est ce qui est le plus loin de nous. Hein? Pour rester dans le centre, on part du centre. Vous voyez, on part du centre. De la même façon, il y a une chronologie dans l'immobilité où c'est les paupières des yeux, le truc, les lèvres, la tête et le cou, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les mains, le bassin, les cuisses et les pieds. C'est un ordre. Il faut le suivre, cet ordre-là. Il faut le suivre. Et tout c'est ce que j'appelle la chronologie. Donc, c'est fait que de déroulement pédagogique qui part donc et ça, de la même façon, quand je commence à entrer dans la psychologie, parce que le plus difficile dans le type de méditation, c'est de faire en sorte qu'une posture du corps influence le psychisme. Pour les gens, ça ne va pas de soi. Par exemple, l'immobilité, quand on est dans l'immobilité a une action en priorité sur l'esprit. La mobilité intérieure a une action sur le cœur, c'est-à-dire les sentiments un peu plus vertueux, si vous voulez. On est plus dans l'empathie, on est plus dans la compassion, on est plus dans l'altérité, on est plus dans l'altruisme, le cœur. Et le mouvement va plutôt, le mouvement interne ou le mouvement physique qui est accompagné par le mouvement interne, on va plus être dans l'émotionnel, la chaleur, si vous voulez. L'immobilité, c'est le psychisme. Et j'utilise que des mots du psychisme. Quand je dis stable, on n'est pas stable avec son cœur. Le cœur, lui, il s'emballe. Hein. On est stable, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est solide. Et en même temps, je fais faire une évaluation. Est-ce que vous vous sentez? Pour que les gens
parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un état de calme, que vous leur dites pas. Et je commence comme ça, et tranquille, là, j'ai un ordre. Il faudra respecter cet ordre-là. Voilà. Bien. Vous avez d'autres questions à me poser? Oui, oui, bien. Mais vraiment, T'as plus accepter. le micro. Comment ça, j'ai plus le micro? Tu viens de lui donner le micro. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Moi, je vais dire deux, trois choses que j'ai. Après, j'en ai appris beaucoup ce matin, mais deux, trois choses comme ça qui étaient saillantes, qui m'ont surprise, celles qui sont les plus saillantes. Déjà, l'espace, le fait que vous ayez changé l'espace, je trouvais que ça avait un impact C'était très, très fort. pas inutile, mais Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris pour moi, du coup, c'est important. Enfin, évidemment, je sais que c'est important l'espace, mais j'ai trouvé super que ça arrive en termes d'efficacité à ce moment-là, c'est-à-dire pendant la méditation de synthèse. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça très, très... Et du coup, quand tu as amené la consigne de prendre conscience du silence cognitif et de la place de chacun dans le groupe, là, c'était vraiment très puissant. L'effet de la disposition, de l'espace qu'on crée et cette sensation de constituer un silence collectivement et d'être en même temps, de le constituer et en même temps d'être d'être dedans, enfin, d'être lui et oui, d'être lui en fait, mais collectivement. Voilà. Deuxième chose, par contraste, qui m'a vraiment marqué, c'est justement, hier, on a fait une expérience avec Anke qui était super. Parce qu'Anke, elle avait d'abord fait une méditation, la quatrième, je ne sais pas trop, la cinquième, bon, peu importe en fait. En français, mais sans la lire. Donc en s'appuyant sur le confort de la lire, en essayant de le faire en français, mais en ayant super réduit. C'était hyper rapide et ça ne fonctionnait pas vraiment. Et après, Hélène a demandé de la faire en allemand. Et justement, là, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'impact de la consigne et d'être actif dans l'écoute active, moi, je ne comprends rien à l'allemand. Donc, j'étais super bien baignée dans la voix d'Anke, dans un truc, voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec les consignes, en fait. Mais ça m'a mis dans cette espèce de... Donc là, j'ai vraiment compris ce truc de l'actif-passif. La troisième chose qui m'a comme ça, je me suis dit, ah, tiens, je n'avais jamais pensé à ça, c'est quand tu as dit les points d'appui. Donc, d'un seul coup, de passer à plus une écoute qu'à focaliser son attention. Donc, Blink, c'est venu, j'avais un appui prédominant. Mais après, tu as dit, et si, je ne sais plus comment, et si cet appui devenait un point d'appui? Voilà, ça, je veux bien que tu nous en parles. Ben, oui. Parce que ça... Ben, c'est-à-dire que les appuis constituent, je ne le fais pas comme ça sciemment, c'est vraiment une des opportunités pour sentir le mouvement, pour le déclencher. C'est-à-dire qu'il y a l'immobilité, on voit bien quand on fait de la thérapie manuelle, on déclenche le mouvement au moment où on fait un arrêt. Ce qui est quand même assez paradoxal que ce soit un point d'immobilité qui déclenche la mobilité. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est vraiment très important. Et donc, l'immobilité
Et là, pour plusieurs raisons. La première, ça dépend ce que moi, j'ai décidé de travailler. J'ai une tâche qui est le point d'appui, mais c'est pas, je ne peux pas dire que ce soit une tâche, l'immobilité. C'est une condition, mais ce n'est pas une tâche. La tâche, c'est quand j'utilise l'immobilité pour quelque chose, oui, comme support. C'est bien compris ça. Donc, je peux très bien utiliser l'immobilité comme support de, de l'entraînement à l'attention soutenue. Et là-dessus, on peut aller très loin, puisque attention soutenue, vous pouvez très bien évoquer l'attention soutenue vous donne le sentiment d'une continuité. Et vous pouvez très bien aller beaucoup plus loin. L'attention soutenue vous donne le contact avec le sentiment de continuité, qui vous donne le contact avec le sentiment d'être dans un moment d'éternité. Vous voyez, je passe déjà à un geste très cognitif, à quelque chose qui va, parce que l'éternité, c'est une dimension de temporalité. L'infini, c'est une dimension spatiale. Si j'utilise pas, vous voyez, dans cette continuité, l'éternité est naturellement, le sentiment psychologique qui va accompagner ça, c'est un sentiment de stabilité et un sentiment de solidité. C'est inévitable. Si la personne fait réellement ce que vous êtes en train de, ça ne peut pas aboutir ailleurs qu'à un sentiment de stabilité et à une psychologie de stabilité et de solidité. Et une fois que ça s'est construit, alors on peut aller vers l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, là, c'est l'attention flexible. Quand je travaille sur l'attention flexible, hein, ou sur l'attention ouverte, là, cette fois-ci, mon attention devient une tâche dès lors que j'ai décidé que ce type d'attention va avoir une action sur le psychisme. Voyez, la notion de tâche, je fais une chose bien ciblée pour obtenir ça, ça, ça et ça. Je suis sorti de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire au départ? J'étais parti sur quelque chose. Le point d'appui. Le point d'appui, d'accord. Le point d'appui. Donc, les mobilités relâchées, va favoriser l'émergence du mouvement. C'est une des conditions d'émergence du mouvement interne. Donc là, cette fois-ci, je peux très bien utiliser l'immobilité, non pas pour l'attention soutenue, mais l'immobilité comme déclencheur et révélateur de la présence du mouvement interne. C'est plus du tout la même consigne. Pour moi, quand je la dis, je ne suis pas obligé de la socialiser, ma consigne. Vous comprenez? Mais moi, mon intention, elle est. Et donc, naturellement, ma consigne véhicule mon intention. Et cette intention, elle a un impact sur. C'est une attention dirigée qui va avoir une cible. Et cette cible, curieusement, il y a une opportunité pour la personne de saisir ça. Et là, ce que je proposais, c'était de sentir que
le mouvement, la conscience du point d'appui, et on peut très bien travailler en disant appuyez pas trop, juste ce qu'il faut, et voyez, et normalement, de ce point d'appui, doit émerger le mouvement. C'est encore un facteur favorisant du mouvement. Donc, tout ce que j'ai fait là, j'ai eu des consignes qui visaient l'éveil du mouvement. Sauf si la personne n'en a rien à faire de ces points d'appui, parce qu'elle est intéressée à autre chose. Bah, vous comprenez? Il y a quand même, comment dire, on vise l'efficacité. Hein. Moi, je suis un homme d'efficacité. Hein. Je ne fais jamais rien. Je suis toujours très efficace dans ce que je veux. Je vise l'efficacité, mais à condition que vos étudiants réalisent bien ce que vous êtes en train de faire. Et que vous soyez bien au fait de, quand vous proposez ça, vous créez une opportunité pour la personne de saisir. Mais ce n'est qu'une opportunité parce que la personne, si elle regarde autre chose ou si elle attend autre chose, elle passera à côté de ce qui est en train de se faire. Et la personne va dire, je ne sens rien. Vous comprenez? C'est passionnant, non? C'est vraiment de l'éducation. Je tiendrai ce même discours auprès du professeur pour juste. C'est toujours cette tâche-là, la notion de tâche qui est très importante. Mais la méditation la plus puissante, c'est celle qui est silencieuse. Mais ça entraîne les gens comment dire, à ne pas se laisser se trimballer. T'es silencieux, mais t'es stable, quoi. Top. Et de ça, il n'y a rien de mieux que la paix. C'est pour ça que je travaille sur la paix. Je trouve que la paix, c'est la finalité d'une démarche spirituelle. Être dans une paix permanente. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse rien, hein. Mais on peut plus aider les autres si on est soi-même dans la paix. On peut les accueillir, on peut les écouter, on peut leur donner un peu d'appui, c'est noble, hein, le sentiment d'avoir la paix en soi. C'est noble. C'est ce qu'on recherche tous. Voilà. C'est intéressant la notion de pilote, de paractive, et puis parce que, je ne sais pas, en fait, dans ton mot communiqué, est-ce que tu voulais parler de ta paractive? Enfin, je trouve que c'est. Non, il y a mais quand même, je fais un bras de fer constamment avec avec Rémi parce que je sais que je sais qu'il est comment dire qu'il est solide et qu'il peut encaisser ça. Si tu veux, plus on a un savoir-faire dans le domaine de l'intériorisation, par exemple, plus ce sera difficile. Plus la personne est débutante, mieux c'est. Moins elle a d'expertise dans un domaine. Hein, mieux c'est. Parce que et ça c'est le propre de l'andragogie,
de l'éducation de l'adulte. La différence qu'il y a entre l'adulte et l'enfant, c'est que l'adulte doit passer par une phase de désapprentissage. Et ça pose problème. Parce que pour accéder à la nouveauté, il faut qu'il désapprenne. C'est le plus. Donc, je préfère, moi, de beaucoup, avoir des personnes qui ne connaissent rien en rien, et là, tu les prends, et puis ça va, quoi. Même le panel, je le propose à des gens qui ont 25 ans de méditation avec moi. Parce qu'ils sont dans le mouvement, ils 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 sont dans le mouvement. Ils sont créatifs, ils sont créatifs, ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont inventifs, ils sont mais moi, ce qui m'intéresse, c'est stabilité. Donc, retour à la case départ. Parce que autrefois, et j'en riais autrefois, quand je mettais les gens dans la méditation, c'était à peu près l'image de je mettais les gens dans un hélicoptère, j'allais au milieu de l'océan et je les jetais dans l'eau. Voilà. Et ils n'avaient pas pied. Et, donc, ceux qui sont des merdards, ils s'en tiraient. Et puis les autres. Et puis là, j'ai compris, non, 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 non. Alors après, je me suis dit, ben non, ben, on va partir de la plage, puis on va aller vers le large. C'était mieux. Mais à un moment donné, ils n'avaient plus de pied non plus. Donc je me suis dit, non, 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 on va faire mieux. On va aller faire la distance, mais le long, où ils ont toujours pied. Et une fois qu'ils peuvent faire ça, alors on peut commencer à faire ça. Puis après seulement, je fais non. Or, les vieux amis qui ont commencé la méditation avec moi il y a 30 ans, eux, ils sont passés par l'hélicoptère. Et donc, ils n'ont pas fait les premiers pas, il leur manque. Alors, ceux qui étaient solides naturellement, il n'y avait pas de problème, ou ils ont trouvé leur propre. Mais aujourd'hui, eh ben, le panel, c'est ça, là. On fait des bases, mais on peut aller loin. On peut aller très, très, très loin. Voilà, vous comprenez un peu le. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Hein. Alors, j'en ai perdu beaucoup des anciens parce qu'ils se sentaient en déperdition de ressenti. De ressenti en termes de volume, parce qu'ils sont sous des contraintes, etc., etc. Mais à un moment donné, la contrainte, lorsqu'elle est maîtrisée, c'est plus une contrainte, c'est un lieu de liberté. C'est ça qu'il faut inculquer ça à vos. Faites confiance, votre instrument. Si vous n'avez pas confiance en vous, et c'est bien de ne pas avoir trop confiance en soi, mais ayez confiance en l'instrument. Il fonctionne, l'instrument. Je vous promets qu'il fonctionne. Il fonctionne très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Et c'est vrai que avoir une relation avec son propre corps, c'est pas, on a augmenté la relation scientifiquement. Hein. On a un rapport au corps qui s'est amélioré de 50% dans certains paramètres. 50%. C'est énorme, 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 énorme. Et ça joue bien sûr sur le psychisme.
C'est un truc. Tu prends le relais. Bon, je ne vous ai pas ennuyé. Ça me fait penser, ça me fait penser à ce qui se passe quand on a une problématique psychique et puis qu'on va voir un thérapeute, un psychothérapeute. Quelque part, on a un fonctionnement psychique construit tout au long de notre histoire. Et puis, avec un thérapeute, on détricote les choses pour retrouver les bases du fonctionnement et on rentre dans la métacognition quelque part. Et à partir de ça, quand on ne trouve pas de solution à nos problématiques avec nos moyens en place, eh ben, en repartant de la structure, on peut trouver certaines solutions. Et je trouve que ce que tu proposes là avec la caméra ne s'adapte pas, moi. On propose là avec le panel et le peu de bras, c'est un petit peu ça aussi. Alors, à la différence d'une psychothérapie, où on peut que détricoter quelque part. Donc, par exemple, je pense à une amie à moi qui est experte du pervers narcissique. Elle en est à son 7e bouquin sur le pervers narcissique. Et à chaque fois, elle détricote un truc de plus, des attitudes de l'un, des réactions de l'autre, pourquoi elle ne part pas, les symptômes. Et je me disais, à la différence, ce qu'on apprend à travers le PAMEL et à travers le bras, c'est au plus simple, c'est de trouver le lieu où tout ça n'existe pas. Il n'y a pas du coup à tout détricoter. Mais en même temps, on part de la physiologie fondamentale qui a ses principes de base, des principes assez simples. C'est pas quand on part du subjectif, de l'objectif au subjectif ou du plus simple au plus élaboré, on ne rentre jamais dans la complexité. Et on voit bien quand Dany parle, comme il parlait de l'immobilité tout à l'heure, jusqu'à l'éternité, l'adaptabilité, je vois poindre là une psychologie du vivant qui est d'une espèce de limpidité déconcertante. Et moi, je suis enthousiaste de voir développer ça parce que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement. Et pourtant, quand il vous le dit, c'est une évidence. Voilà. C'est comme ça que je vois les programmes retrouver des repères. Là où à un moment donné, on a tellement intégré nos manières de fonctionner qu'il y a un espèce de truc qui est automatique, mais il n'y a plus l'architecture qui permet, quand on est en décalage, quand on est en malaise, de pouvoir un peu retrouver un ordre, des appuis, les outils qu'on propose, ils sont assez simples, assez peu nombreux. Et puis, le principal, c'est vraiment la connexion au mouvement interne. Mais dans le mouvement interne, il peut y avoir aussi une espèce de désordre absolu, dans le sens où on n'y voit pas l'ordre. Pour Dany, l'absolu, c'est ce qu'il y a de plus ordonné. Mais en même temps, la lecture de l'ordre, on l'a pas forcément si on n'a pas les codes. Et je trouve que pour ça, on a besoin finalement de gens qui ont une expérience, ça peut être président. Enfin, je voulais dire ça. Oui. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le PAMEL, ce qui est mobilisé dans le PAMEL, c'est l'attention. Tous les exercices ne sont là que pour travailler l'attention. Il est conçu pour travailler l'attention. Et les gens qui sont au loin là-bas n'ont rien à dire? Bon, moi, je trouve assez génial de t'entendre parler de tout ça et je découvre depuis 3 jours toute la richesse de ce Pabel. Donc, voilà, ta méditation de synthèse aussi, après avoir travaillé vraiment niveau analytique avec Hélène pendant 3 jours, je trouvais que ça donnait une espèce voilà, de précision, d'amplitude, de vécu aussi enrichi à chacune des consignes. Et, enfin, voilà, je trouve ça assez génial et Oui, ça mais mérite, ouais. quand on a du métier qui va arriver chez vous, euh, vous pouvez très bien faire
faire une méditation synthèse d'emblée et dans la discussion, isoler des points de difficulté pour la personne, qui dira par exemple, ben non, j'ai pas vu d'atmosphère colorée. Et à ce moment-là, vous focalisez le travail analytique sur ça. Et vous faites faire un exercice spécialement là-dessus. Ou une personne qui a des difficultés, ça apparaît dans le travail de synthèse, problème d'attention soutenue. Elle me dit, ouais, ma attention, je ne suis pas arrivé à ce moment-là. Vous prenez l'immobilité et vous travaillez spécialement l'immobilité. Vous voyez, c'est une réponse à des... Alors, au départ, vous faites comme ceci, puis après, vous avez une marge de liberté où vous proposez le travail, et puis vous voyez là où ça pose problème pour la personne. Soit, c'est clair que le mouvement des yeux, je le mets en dernier, mais ça pourrait être vraiment au tout début. Au tout début, parce que, c'est pas compliqué à faire, mais c'est plus compliqué à sentir. C'est-à-dire sentir que le mouvement, le voyage, la lenteur, et ça travaille précisément l'attention, là, très forte, le travail sur les yeux, parce que à chaque fois, quand vous dites à quelqu'un, posez votre conscience, mais comment il fait? Franchement, quand vous lui dites, posez votre conscience, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il comprend? On peut peut-être mettre le chauffage. Il y est. C'est toi qui as juste une chemise. Oui. On fait quoi? Oui, ou même quand vous dites à une personne, bon, on va travailler la présence, mais la personne, elle se sent présente. Comment dire, on a comme ça un vocabulaire entre nous, mais ah oui, vous n'étiez pas tout à fait présent. Mais si, j'étais présent. S'il n'y a pas la connaissance par contraste, la personne ne peut pas. C'est-à-dire la connaissance par contraste, c'est-à-dire je fais une expérience et à partir de cette expérience, je prends connaissance de quelque chose, je le vis, je l'expérimente et ça me révèle ce que jusqu'à maintenant je n'étais pas. Hein? Je ne sais pas, moi, quand je me souviens dans un travail de DESS, j'ai un étudiant qui dit avant, je n'étais pas mobile à l'intérieur de moi, j'étais pas. Mais je dis, mais avant, tu ne savais pas que tu n'étais pas mobile à l'intérieur de toi. C'est au moment où il prend conscience qu'il y a un mouvement à l'intérieur de lui, qu'il prend conscience au même moment que jusqu'à maintenant, mais il ne le sentait pas. Et on fonctionne que par la connaissance, par contraste. C'est-à-dire, il faut permettre à la personne qu'elle fasse l'expérience de ce que vous êtes en train de faire. Mais elle ne fera pas l'expérience si elle ne fait pas les exercices. Donc vous allez être vigilant, vous allez en être encore plus à le faire. Non? Et faites un effort. Faites un effort. Mais vous le faites. Ne restez pas dans ce que vous savez faire. Vous le faites. Et puis ça va y aller. Et là-bas, il y a encore Barbara. Barbara. Tu es là, Barbara? Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Toi qui as l'expérience. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire?
ton petit discours en disant les personnes qui ont médité avec moi pendant 20-25 ans, ce qui est mon cas. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de protocole, Ouais. puisqu'on méditait en stage. Et pour moi, ça a été vraiment, tout départ, bah, c'était de ne rien sentir, évidemment. Mais par contre, je me suis mise à observer mes états dans la journée qui évoluaient au fur et à mesure. Et c'est là qu'il y a eu une évolution jusqu'à... parce que le mouvement, je le percevais en stage, mais je le percevais pas à la maison. Mais du coup, le fait de l'avoir perçu pendant la méditation en stage, ça m'a accroché. Et du coup, j'ai cru en cette force. Et du coup, j'ai observé d'abord les effets que ça produisait dans mon quotidien. Et c'est allé crescendo jusqu'à ce que tu commences. Bah, le premier protocole, c'était l'écoute du silence. Et, euh, et après, donc, je voulais rebondir sur. Hier, on a fait une méditation et c'était encore un petit peu le cas pour moi aujourd'hui. C'est que même, enfin, je veux dire, j'ai transmis la méditation, j'ai formé des gens. Et ce matin, je disais à mon chéri, je lui dis, c'est fou parce que je suis pas encore passée pour animer une méditation, mais je lui dis, j'ai l'impression de redevenir une débutante avec l'angoisse de le faire parce que c'est un vrai réapprentissage. Et dans la méditation d'hier et celle d'aujourd'hui, euh, c'est ce que je disais hier, c'est-à-dire que je pense que j'ai vécu ces états-là, mais sans avoir cette conscience précise des étapes, en fait. Et je dirais même que si j'ai vécu ces états-là, ils n'étaient pas tout à fait comme ce que j'ai rencontré hier. Entre, comment dire, bah, le travail, c'est ce que je disais hier, du mouvement objectif des yeux, du mouvement de l'attention, et après, il y a eu vraiment une conscience en mouvement qui était plus maturée. Et hier, j'y repensais en me disant, mais il y a vraiment un rapport à l'extéroceptif, au proprioceptif et à l'interoceptif. Et ben ça, je n'avais pas ça. Je n'avais pas perçu ces nuances, en fait. Et je pense qu'en effet, quand on transmet la méditation, si on n'est pas au fait de toutes ces nuances, on ne peut pas faire en sorte que l'autre puisse évoluer et apprendre justement de toutes ces nuances. Voilà. Merci. Mais du coup, Dani, il y a quand même alors, je sais pas si c'est une question, mais pour moi, je sais pas ce que tu pourrais en dire, mais du coup, j'ai noté qu'il y avait donc une partie du travail qui se faisait sur l'essence extéroceptive, donc de partir du plus simple au plus, entre guillemets, compliqué. Il y a le travail de l'attention, et j'ai vu même sur les consignes du PAMEL que tantôt on est sur le mot de l'attention, tantôt on est sur le mot de la perception, bien que la perception soit moins souvent là. Là, il y a la conscience, la présence et la pleine présence. Et en fait, je sais pas, j'aurais peut-être besoin de resituer tout ça. Moi, l'impression que j'ai, c'est que l'attention, c'est cognitif, ok? La perception, c'est corporel. Et la conscience, c'est ce que je disais au groupe hier. J'ai l'impression qu'il y a différents niveaux de conscience. Et ce que j'ai rencontré moi, il y a une conscience cognitive, mais ce que j'ai rencontré, c'était une conscience de matière, matiérée. C'est une Et est-ce que c'est voilà, c'est ça. Et alors, du coup, je me suis dit, mais en fait, comment dire, la part cognitive qui rencontre cette part matiérée, si je peux dire, le mouvement, et du coup, ça devient une pleine présence. Est-ce que c'est ça? La présence, c'est le mode relationnel. D'accord. La conscience, c'est la saisie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est la capacité de saisir, de discriminer, de comparer, de- c'est la capacité de saisir une information.
Mais pour moi, hier, cette conscience, elle était dans le mouvement, Oui, oui, oui. elle était dans la matière. Mais là, chez les débutants, ils vont pas te comprendre, là. Non, 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 mais ça, là, je- c'est moi qui veux me comprendre En pour tout que ce soit plus clair. faites ce que l'exercice et ça va fonctionner, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être performant, mais de bien quand même respecter l'ordre. Voilà. Bon, voilà. Moi, j'espère que ça vous a apporté des petites choses. Mais moi, j'avoue que aujourd'hui, si j'avais à choisir entre le mouvement interne et bon, j'ai les deux, tant mieux. Mais si j'avais à choisir entre le mouvement interne et l'immobilité, je choisirais l'immobilité parce que c'est la paix, c'est la solidité. Tandis que le mouvement interne, c'est le nirvana, c'est le, tu vois, c'est la saveur, le- la joie. Tandis que la paix, euh, c'est- j'adore ça, j'adore. J'adore. C'est moins intensif, mais quand tu as les deux en même temps, eh bien, tu as la paix et, et le bonheur et la joie. Mais le monde a besoin de paix. Le monde. Je pense que, et je fais une distinction entre climat de paix intérieure et climat intérieur de paix. Le climat de paix intérieure, c'est plutôt mental. Le climat intérieur de paix, c'est plutôt l'état, c'est s'éprouver soi-même. C'est un état de, on pourrait presque dire la méditation, elle favorise l'équilibre homéostatique. Ça a été une révolution pour moi quand scientifiquement il a été démontré que une homéostasie équilibrée était vécue par les personnes comme un état de plénitude organique. Et il faut bien comprendre que dans la méditation, toutes les fonctions sont au ralenti. Le cœur, lui, il ralentit. Pourquoi? C'est l'intelligence du corps, hein. Il n'a pas besoin de, d'envoyer du sang dans une région ou dans l'autre, puisque on ne fait rien, on est calme, on n'est pas en situation de danger. Donc, circulation harmonieuse, circulation fluide. Le cœur, lui, il est relâché. Il n'y a pas de stress. Donc, on est dans un état d'homéostasie équilibré. Et si jamais il y a, tu réfléchis beaucoup, 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 eh bien, le sang, il va aller là où ça fonctionne. Et donc, ça va, il y a une adaptation du corps qui a un prix. Donc, dans la méditation, c'est toute l'homéostasie que tu ralentis. Comme tu ne penses pas, que tu n'as pas une activité cérébrale au niveau du cerveau, c'est ralenti. Tout est ralenti. Et c'est ça qui crée l'état de paix et l'état de plénitude. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça vous passionne? Ça vous plaît? La méditation, il faut aimer, hein? Faut aimer, faut aimer. Si vous, si vous n'aimez pas méditer, c'est un vrai problème.
Allez. Pour moi, c'est OK. Pour toi, Hélène, devant moi, midi moins le quart. Midi moins le quart.